Non, je préfère mettre à l'autre côté. Voilà, bah bonjour François. Alors tu me disais que oui, c'était agoraphile. Oui, non, mais là j'étais en train de dire, oui, toi tu es agoraphile, vraiment, c'est démontré. Il est en tant que taxi, t'es de nuit, de jour. C'est quoi agoraphile là? L'amour de la foule. C'est ça, l'amour des gens, voilà. Le contact humain. Voilà, tu le prolonges. Parce qu'il y a souvent des gens qui sont à la retraite. Hein, après ils s'emmerdent. Ils partent en province ou ils vont dans des... Ils s'enferment. Ils font leur petit jardin. C'est bien tout ça. Mais ils s'isolent du monde. Les gens qui étaient en contact avec du monde, en général, ils ont été en contact parce que c'était dans le cadre de leur métier. Donc ils étaient immergés dans une foule où il y a une forte densité de population, mais ils étaient stressés par ce phénomène. Et là du coup toi, non pas du tout, toi t'es vraiment l'agoraphile. C'est vrai, j'ai l'impression de travailler en fait, mais avec le cœur, moi je m'en fous. Tu prolonges. C'est pas l'argent qui me motive quoi. Oui, voilà, tu cherches de l'énergie, tu te prolonges. C'est ça, je me prolonge. Non, mais tu te prolonges quelque part. T'as raison. Non mais je veux dire, il y a un continuum dans ta vie quelque part. Non mais je le sens comme ça, je te connais pas. Ah mais t'as raison, t'as raison. Du coup voilà, tu veux pas de rupture en fait. Tu veux rester dans un rail. Regarde. Regarde, voilà. Oh, t'as changé. Regarde mon blouson là, regarde. Ah ouais. Ouais, et c'est les meilleurs. Non, mon blouson, regarde mon blouson. Ah oui, il est beau. Et regarde derrière, qu'est-ce qu'il y a marqué? Filme derrière, filme derrière. Filme le derrière. Comme ça? Ah oui, bravo. Ah ouais. C'est ce que c'est? C'est des transporteurs. Ah oui, c'est un truc de travail. Ça, c'est des bonnes qualités, ça. C'est ça, c'est un truc de travail. Ça se déchire jamais. J'ai trouvé ça chez Emmaüs. Le maillage, tu vois, ça se déchire jamais, ça. Il est tout neuf, je l'ai acheté chez Emmaüs. Tu peux passer dans des barbelés, tu vois, ça sera déchiré, mais le reste... C'est ça. Ah ouais, c'est super. 15 balles, 15 balles, t'as rien. Ah ouais, c'est beau, ah ouais. Voilà. Bravo. Alors, dis-moi, la géopolitique, alors, on en est où alors? Qu'est-ce que t'en penses? Non, on va changer un peu. Oui, alors, on va pas parler de torchon de serviette. Qui est remarquable, qui est vraiment... enfin, qui me paraît très grave, l'élément le plus grave depuis ces dernières semaines, c'est le Parlement européen qui vote le droit pour l'Ukraine de frapper sur le territoire russe, sur l'intégralité du territoire russe, avec des missiles à longue portée qui sont livrés. Jusqu'à maintenant, ils étaient... Ils sont livrés par qui? Ils étaient bridés par l'Occident, par la France, par tout ça, par l'Angleterre. Donc les missiles, pour l'instant, ils étaient bridés. Et là, maintenant, visiblement, ils ont le droit de frapper sur tout le territoire russe. Donc du coup, ça c'est un casus belli. Ça veut dire que ce genre de missile, il est suivi, en fait c'est des missiles qui bénéficient d'une logistique otanienne. S'ils veulent frapper leur cible avec précision. Il n'y a pas que les Ukrainiens tout seuls, ils peuvent pas les guider véritablement parce qu'ils n'ont pas de support satellite. Donc du coup, ce serait une implication directe de l'OTAN, carrément non pas par proxy cette fois-ci, mais vraiment quasiment en confrontation directe. Et ça veut dire que nous sommes en guerre quelque part. On nous a mis en guerre sans nous demander notre approbation, c'est-à-dire en passant par le Parlement et par les députés, voilà, qui sont censés être nos représentants. Donc on nous met en guerre sans nous le dire. Voilà, on nous contourne en fait. Et d'ailleurs l'Europe, le Parlement européen, il était fait pour contourner les parlements locaux et les parlements nationaux. Bon là l'objectif c'est la démonstration. Voilà, la démonstration est faite qu'on contourne un parlement national. Ouais mais Zelensky il est parti voir Zelensky il est parti voir Trump là-bas aux États-Unis. Oui, voilà, donc oui, mais bon, évidemment, c'est pas Trump ou Biden, enfin Biden, Kamala Harris. C'est bizarre quand même, il n'est pas encore président et il a été le voir. Bah, je ne sais pas, j'ai pas trop suivi. Moi j'ai vu des images de ça. Hein. Ah oui, il se déplace pas mal, on sait pas trop. Voilà, il réclame des liquidités. Non, c'est Zelensky qui a été le voir là-bas. Ah oui, il a été le voir, oui. Aux États-Unis. Bah, lui, il est dans son rôle, hein. Il est dans son rôle, lui, il réclame de l'argent pour payer ses troupes sur le terrain, quoi. Bon, classique, hein, je veux dire, un classique. Voilà, il a été élu pour ça. Bon, ah non, il a été élu pour faire la paix, justement. Il a été élu, sa campagne était une campagne de paix, et là il a fait exactement le contraire, mais bon, et en même temps il y a les paramètres de terrain qui sont assez contrariants. Donc du coup on est élu pour une chose et on fait le contraire. C'était pas forcément prévu à l'avance, mais ça s'impose. C'est quelque chose d'effet. Ça le problème, c'est la boule de neige. Des événements qui s'enchaînent les uns aux autres, qui s'imposent les uns aux autres, qui sont en interconnexion et qui finalement débouchent sur un holocauste nucléaire. C'est ça par paliers successifs. C'est le syndrome de la grenouille dans une casserole. Tu vois, on s'y habitue progressivement à l'usage au fait que des puissances nucléaires sont en rivalité via proxy ou indirectement ou directement. On s'y habitue lentement,
on intègre le fait qu'il y a potentiellement possibilité d'affrontement nucléaire. On l'admet progressivement. On est amené à consentement. Les peuples et en général, même les dirigeants, même dans les hautes sphères, ils sont amenés à consentement relativement à une rupture de paradigme de l'affrontement qui deviendra nucléaire. Et nous, progressivement, c'est comme la grenouille qui s'aperçoit pas que la température monte. Progressivement, on est comme des grenouilles en fait. On s'en aperçoit pas, ça monte progressivement jusqu'au point ultime, le point de non-retour. Voilà, on y est là, on le vit actuellement. C'est historique. Il n'y aura pas d'historien peut-être pour en parler par la suite et conceptualiser dans les livres d'histoire. Parce qu'il n'y aura peut-être même plus de livres d'histoire. Les survivants, leur problématique fondamentale, ce ne sera pas l'histoire, ce sera la survie. La survie au jour le jour et recommencer une humanité avec de briques et de broc. De briques et de broc et recommencer éventuellement. Le problème c'est qu'ils continueront, les gens continueront à se battre. Je disais un jour que c'était dans l'ADN de l'humanité. Cette prévalence de la violence. C'est dans l'ADN. Le problème c'est que peut-on réformer l'ADN? Alors ça c'est bon. Ça c'est les généticiens y travaillent mais c'est pas forcément dans ce but là. C'est pas dans le but, c'est de créer des hommes surdimensionnés pour qu'ils soient encore plus performants et plus forts et plus violents dans le cadre d'une guerre. Donc du coup c'est dans le mauvais sens que c'est utilisé la génétique quelque part. Et là voilà quoi. C'est tout ce qu'on peut dire, la situation internationale, voilà. Bon, Moyen-Orient, conflit israélo-arabe. Maintenant t'as vu, maintenant ça tabasse oui, sur le caractère d'asymétrie. Liban. Oui, voilà. Alors le caractère d'asymétrie va être de plus en plus profond. Est-ce qu'ils entendent là? Parce que là. Ah, je sais pas, ouais. C'est vrai qu'il ne doit pas... Attendez, on va se reculer un peu, vas-y. Oui, alors le caractère du conflit asymétrique, le caractère d'asymétrie va encore s'intensifier jusqu'au point, alors bien sûr l'Iran essaie de se calmer parce qu'ils ont d'autres objectifs, les Iraniens. Ils travaillent par proxy visiblement et peut-être que les Israéliens vont commencer par travailler par proxy aussi. En utilisant des milices au Liban peut-être. Pourquoi ils s'étalent? Ils veulent faire ça à plusieurs pays maintenant la guerre. Alors peut-être qu'ils vont faire pareil évidemment. Il étale la guerre, il la prolonge, il s'étale. Qui on parle de qui là? D'Israël. Oui alors donc il y a plusieurs fronts, visiblement plusieurs fronts, mais des fronts dans un contexte à chaque fois asymétrique. Donc la difficulté c'est qu'il y a plusieurs fronts c'est sûr, mais c'est asymétrique et de plus en plus violent. Là ils ont utilisé une arme, un missile anti-bunker, c'est des missiles anti-bunker portant des très grosses charges. Et en plus la charge c'est pas n'importe quoi, il y a plusieurs niveaux de détonation jusqu'à atteindre le cœur de la cible, c'est-à-dire carrément les infrastructures souterraines. Oui voilà. Donc il y a des armes anti-bunker, soit des armes américaines ou peut-être russes, j'en sais rien, ou peu importe, chinoises, ou peut-être israéliennes elles-mêmes hein, évidemment, on ne sait pas trop. Hein. En fait souvent c'est des morceaux, et les armes sont faites de briques et de broc souvent. Des technologies qui viennent d'un peu partout, qui sont rassemblées. Et c'est ça qui fait l'expertise israélienne. Souvent, ils rassemblent des technologies, ils en font une. Ils l'assimilent à eux. Donc ça, c'est autre chose encore. On parle de... Mais sinon, c'est des armes anti-bunker. Le problème, c'est que ce type d'arme anti-bunker, la tête du missile, elle est fabriquée à partir d'uranium appauvri. C'est ça le problème. C'est comme les missiles anti-char. Ah ouais. Bon, se pose la question ensuite, même pour les troupes qui sont envoyées sur le terrain, de la contamination des cibles. C'est ça le truc, par des poussières radioactives, faiblement radioactives, mais c'est de l'uranium appauvri, tu vois, à faible niveau de radioactivité, mais tout de même. Cette poussière-là, il ne faut pas la respirer, surtout au moment de l'impact. Ensuite, quand ça se repose, le degré de dilution est déjà important, donc là, je ne connais pas les séquelles à long terme sur si le temps de latence est suffisamment grand pour intervenir sur un site qui a été frappé. J'en sais rien du tout, là. Mais bon, ça c'est un truc d'expert, voilà. Donc ça c'est le dossier, deuxième dossier sensible. La France, dossier de la France. Alors, la France, visiblement, il ne se passe rien. Emmanuel Macron parlait de l'OTAN il y a quelques années en tant qu'entité cérébralement morte. Il avait qualifié l'OTAN de cérébralement mort, ok? D'accord. Mais là maintenant c'est plutôt la France, quelque part. Elle est neutralisée sur le plan politique. Elle est neutralisée sur le plan émotionnel. On sent qu'il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de volonté de progresser en France. Il n'y a plus de mobilisation, on sent que c'est une espèce de niveau de paralysie. On dit apathique. Oui, apathique, c'est carrément, alors les gens sont blasés, c'est vrai que l'accumulation de manifestations finit par fatiguer les gens. Et par leur prouver par A plus B que ça ne sert à rien, une manifestation. C'est la preuve. Bon, là, ça sert simplement aux manifestants eux-mêmes.
à se dire, ah oui, on se réunit entre gens qui pensent plus ou moins la même chose ou qui ont la même sensibilité. Parce que là, je suis sûr que là, je trouve, et là on est 60, dans les 60, je trouve au moins 10 factions différentes. Et c'est bien, ça c'est bien, c'est les gilets jaunes. Mais en même temps, les gens, ils sont fatigués, ils voient bien que les mobilisations ont une limite parce que c'est toujours encadré, balisé, standardisé, comme toutes les manifestations syndicales, souvent divisées en plus. Et en même temps, on n'en voit pas le fond. C'est un fond comme ça, on creuse en dessous. Voilà, il n'y a plus d'eau, mais on creuse encore, quoi. On creuse encore dans la mauvaise direction. Moi, je dis pas que les manifestations, c'est la mauvaise direction. C'est bien pour les gens, ça les conforte. Parce que les gens ne peuvent pas rester tout seuls. Il faut bien qu'ils... Soit ils regardent, ils se noient dans les réseaux sociaux, ils se noient dans les chats et compagnie, à commettre des insultes, à se battre via l'IA, par l'intermédiaire de l'IA, tu vois, filtrer tout ça. Mais bon, ils veulent, à un moment donné, on est du corps physique, nous. Donc vraiment, on veut intervenir physiquement sur les choses, c'est-à-dire... Oh là, attends, je t'arrête du tout. Regarde les tatouages un peu. Oh là là, t'imagines toi. Oui, c'est beau, c'est beau. Ah, les tatouages, je t'avais montré les dessins, moi aussi je suis très proche. Ah oui, toi t'es là, le tatouage, c'est qu'il y a un client, tu vois, c'est pas de la création pure. C'est-à-dire que le client doit être d'accord, parce que là, le problème, c'est le principe d'irréversibilité. C'est très dur d'enlever ça au laser. Tu peux pas l'enlever. Ah, c'est-à-dire qu'au laser, c'est très dur quand c'est uni, quand c'est des monochromes. Et la santé, est-ce que ça fait pas un coup dans la santé? On sait non, pas. Je crois pas, apparemment. Ah, tu crois pas? Ah non, mais je crois pas, mais j'en sais rien. Mais corps, ce qui s'enlève, c'est les petits dessins, tu vois. Ah, le corps, j'en sais rien. De toute manière, c'est du minéral. L'encre, c'est du minéral. Une fois sec, minéral. C'est du minéral, mais c'est un minéral dilué, quoi. Ouais. Enfin, toi, c'est vrai que t'es un artiste. De toute manière, je suppose qu'il y a des gens qui arrivent. Tu sais, les Japonais, par exemple. Ouais, les Yakuza. Les Yakuza, ils arrivent. Il y a des Yakuza ou des tatoués dans le sud-est asiatique qui ont 110 ans des fois, tu vois, maximum. 90 ans, ils sont toujours pas morts. Ils n'ont pas développé des tumeurs sur leur corps, sur leur épiderme. Ouais, mais peut-être que, ouais, mais il y a tellement de charlatans. Ça dépend qui fait l'encre. Là, c'est ça le truc. Voilà. Moi, je parle d'une encre qui est conforme. Voilà, mais il y a des charlatans. À l'école du tatouage. Il y en a qui aiment rendre les gens malades. Ils veulent rendre les gens malades pour les soigner. Tu sais ce que c'est de rendre les gens malades pour les soigner après. Oui, mais ça, c'est autre chose. C'est autre chose. On parle de l'encre. Il n'y a rien qui te rassure. L'encre de Chine, il y a des encres diluées, il y a des encres à l'eau. Qui est donc sensible à l'humidité. Il y a des encres qui sont totalement insensibles à l'humidité, qui sont réfractaires même, qui tiennent le soleil, qui tiennent le rayonnement UV, elles tiennent aussi avec le temps. Bon, il y a plusieurs types, comme tu dis, de types d'encre et en plus de niveau de sécurité de l'encre si elle est utilisée sur le... Oui, c'est possible, je suis d'accord. Alors, il faut partir du présupposé que c'est une encre qui est conforme, qui est utilisée. Moi, je parle de ce type. C'est ça. Mais après, si tu te dis, ah oui, il y a des trafics d'encre, oui, les trafics de n'importe quoi d'autre, c'est possible. De médicaments, oui, mais ça on le sait, ça c'est sûr. Et ta trottinette, oui, je l'ai oublié, non. J'en ai plusieurs trottinettes, mais la dernière, je l'ai oublié contre un mur. La dernière fois, je suis resté 10 minutes, après je me suis rendu compte, putain, je suis revenu en arrière, mais elle était plus là. T'en as pas racheté une? Bah si, j'en ai une autre, mais là j'en mène plus, j'en ai marre. Ah bah voilà. Non, j'en ai marre, mais bon, je vais... Non, mais de toute manière, celle que j'ai rachetée, elle est trop lourde. Ah ouais. Celle que j'avais, je l'ai trouvée par hasard. Elle a été hyper légère déjà, légère et costaud, et en plus, elle faisait pas de bruit sur les gravillons. Tu vois, alors que celle que j'ai là, elle fait un de ces boucans. Parce que, en fait, oui. Non, mais celle que j'ai perdue, elle est un peu comme la tienne. Ça fait pas trop de bruit, ça, sur les gravillons. Non, mais c'est-à-dire, c'est lié à la nature du caoutchouc, ou je sais pas trop quoi, là, de la roue, là, tu vois. Ouais, c'est pas trop grave. Ouais, c'est-à-dire que, non, mais moi, voilà. Voilà. Ouais, tant pis, il faut être plus vigilant. J'ai sauvé la vie une fois. Ouais, je sais, mais oui, mais... Après, tu vas jusqu'au bout. Ouais. Après, on refait un petit truc, là, déjà, t'as presque 15 minutes. Oui, voilà, donc on a brassé un peu, en gros. Hein. Voilà. Il y a d'autres dossiers certainement beaucoup plus importants ou moins importants, j'en sais rien. Mais c'est ce que j'ai retenu, voilà. Quoi. Les 3 dossiers, tu vois. Ok, bah, les dossiers, voilà, quoi. Ok, François. On pourra en reparler. Eh ben, merci. Et la mobilisation des Gilets jaunes, on pourra en reparler, mais je vais y réfléchir. Voilà. Comment se mobiliser plus, comment donner du sens. Non, mais regarde les gens, ils filment. T'as vu, les gens sont plus réactifs quand même. Regarde les gens, ils sortent leur téléphone. Les gens, ils sortent leur téléphone. Non, mais c'est bien. Non, mais les gens, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays quand même. C'est-à-dire depuis le temps que les Gilets jaunes tournent sur Paris, ils sont connus. Hein. C'est ça. Tu vois, qui n'a pas vu les Gilets jaunes au moins une fois sur Paris? Oh, le joli. Tiens, filme-le. C'est beau. Hein. Un jeune Tekel. C'est joli, hein. Ouais. Voilà, regarde, ils sont même aux fenêtres pour filmer. Voilà. Ouais, non, mais moi j'ai pas de téléphone sur moi, tu vois, j'aurais trop peur de le perdre. Ah ouais. Et là, non, j'ai arrêté là. Non, mais de manière, en même temps, faudrait faire une cure naturelle, pas de numérique à un moment donné, tu vois. C'est ça.
C'est ça le problème. Il faudrait, parce que le problème, c'est qu'on est sous contrôle du numérique quelque part. C'est quasiment comme une seconde nature et comme un implant. C'est un implant qui n'est pas. Je vais aller filmer. Vas-y, va filmer. Philippe, ouais. Il vient Allez, pas souvent. merci.